Darius Thurman était chauffeur routier de longue distance. Il habitait dans une petite ville paisible, juste à l'extérieur de Victoria Island, à Lagos. Pendant des années, il avait parcouru le pays d'un bout à l'autre, transportant des marchandises à travers toutes les régions. Tandis que son cœur, lui, restait à la maison auprès de sa femme, Nia, et de leur fils, Ethan. Si quelqu'un venait juste de commencer à écouter cette histoire, il devrait prendre une grande inspiration. Car ce que Darius allait découvrir était quelque chose qu'il n'aurait jamais cru possible. Dans sa propre maison, sous son propre toit, pendant qu'il était sur la route à essayer d'offrir une vie meilleure à sa famille. Ce qu'il avait découvert avait bouleversé sa vie entière. Et peut-être que cela changerait celle de bien d'autres aussi. Surtout les parents qui devaient s'absenter pour le travail. Parfois, on pense connaître intimement les gens qui nous sont les plus proches. Mais il y a des secrets qui ne se révèlent que quand on s'y attend le moins. Avant de plonger dans cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'aimer la vidéo. Et dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez, ça nous fait toujours plaisir de le savoir. Tout avait commencé quand il avait remarqué un changement dans le comportement d'Ethan. Le petit garçon avait toujours été joyeux, du genre à courir se jeter dans les bras de son père. Dès qu'il rentrait d'un trajet, à lui raconter tout ce qui s'était passé à l'école, à rire aux éclats devant ses dessins animés préférés à la télé. Ethan était une boule d'énergie, une source de bonheur pur, du moins, c'est comme ça que Darius se le rappelait. C'est après un voyage particulièrement long, près de 3 semaines sur la route, qu'il comprit que quelque chose clochait. Quand il rentra à la maison, Ethan sortit à peine de sa chambre pour l'accueillir. Quand Darius alla le voir, l'enfant lui fit un câlin, mais il semblait ailleurs. Avec un regard dans les yeux que son père n'avait jamais vu avant. Il pensa qu'il était simplement fatigué. Peut-être qu'il avait sommeil. « Ça va, fiston ?» demanda-t-il en lui ébouriffant les cheveux. Comme il le faisait toujours. « Oui, papa » répondit doucement le garçon, sans croiser son regard. Nia apparut dans l'encadrement de la porte. Il est comme ça depuis quelques jours. Un peu silencieux. Ce doit être une passade. Il grandit. Allez, le dîner est prêt. Ce soir-là, Darius observa son fils pendant le repas. Il mangeait lentement, la tête baissée. Le père remarqua qu'il jetait parfois des regards à sa mère. Comme s'il avait peur de faire un faux pas. Et le plus étrange, c'est qu'il avait des cernes sous les yeux. Comme s'il n'avait pas bien dormi depuis longtemps. « Comment ça se passe à l'école, champion ?» tenta Darius pour lancer la conversation. « Bien, » répondit Ethan sans lever les yeux. « Et tes copains? Kevin passe toujours jouer à la maison ?» C'est là que Darius vit Nia fixer intensément leur fils. Le petit déglutit difficilement avant de répondre. Après le dîner, Darius alla aborder Ethan dans son lit. Quand ils furent seuls, il s'assit au bord du matelas et lui redemanda si tout allait bien. C'est alors que le garçon lui attrapa la main et lui dit quelque chose qui glaça le sang de son père. « Papa, ne dis pas à maman que je t'ai parlé. »« Parler de quoi, fiston ?» demanda Darius, le cœur battant. Mais avant qu'il puisse répondre, Nia apparut dans l'encadrement de la porte. « Au dodo, Ethan. L'école commence tôt demain. » La façon dont l'enfant sursauta dans son lit, en voyant sa mère, ce n'était pas normal. Darius l'embrassa sur le front et quitta la pièce. Mais sa tête tournait à 1000 à l'heure. Il ne dormit pas cette nuit-là. Quelque chose n'allait pas du tout. Il le sentait. Et il décida de faire plus attention les jours suivants, avant de repartir sur les routes. Dans les jours qui suivirent, il observa tout avec plus d'attention. Il remarqua qu'Ethan n'était plus le garçon bavard qu'il connaissait. À l'école, son instituteur lui dit qu'il était plus discret, moins impliqué dans les activités. À la maison, il passait le plus clair de son temps seul dans sa chambre, à dessiner ou à lire. Chaque fois que Darius lui demandait si tout allait bien, le garçon répondait toujours oui. Mais ses yeux racontaient une autre histoire. Un après-midi, pendant que Nia était au supermarché, Darius s'assit avec son fils dans le salon pour essayer de discuter. Au début, Ethan se fermait. Mais petit à petit, il commença à se confier un peu. « Champion, tu peux tout me dire. Tu sais que papa te protégera toujours. » Le garçon resta silencieux un moment, triturant nerveusement ses mains. Puis, dans un murmure à peine audible, il lâcha. « Je n'aime pas quand tu pars en voyage, papa. »« Pourquoi, fiston? Maman ne prend pas bien soin de toi? » Non. Il n'élabora pas. Il baissa simplement la tête. Darius insista un peu plus. « Ethan, est-ce qu'il s'est passé quelque chose quand papa n'était pas là? » C'est là que le petit commença à pleurer doucement. Darius le prit dans ses bras et sentit son petit corps trembler. Entre deux sanglots, Ethan chuchota. « Papa,
S'il te plaît, ne dis pas à maman que j'ai pleuré. Ces mots brisèrent le cœur du père. Quelle peur était cela? Pourquoi son fils semblait-il si méfiant envers sa propre mère? Ethan, est-ce que maman t'a fait quelque chose? Peux-tu me le dire? À ce moment précis, on entendit la clé tourner dans la serrure de la porte d'entrée. Ethan s'est immédiatement écarté de son père, a essuyé ses larmes avec ses mains, et a complètement changé d'attitude. C'était comme s'il avait enfilé un masque. Je suis rentré, a annoncé Nia en entrant avec les sacs de course. En les voyant dans le salon, elle a souri. Mais Darius aperçut quelque chose de troublant dans ce sourire. Qu'est-ce que vous fabriquez, tous les deux? On discutait, tout simplement, a répondu Darius, essayant de paraître naturel. Pas vrai, fiston? Ethan a hoché la tête sans dire un mot et a demandé à aller aux toilettes. Quand il est revenu, ses yeux étaient encore rouges d'avoir pleuré, mais il essayait de le cacher. Pendant le dîner ce soir-là, Darius a observé les interactions entre son fils et sa femme. La façon dont le petit évitait de la regarder, comment il pesait chaque mot avant de parler. Comment ses petites épaules semblaient porter un poids invisible. Nia, elle, agissait normalement, posant des questions sur l'école. Commentant la météo, comme n'importe quelle mère. Plus tard, en se préparant à se coucher, Darius a interrogé Nia sur le comportement d'Ethan. Tu ne trouves pas qu'il est différent? Plus silencieux? Plus renfermé? Elle a haussé les épaules en appliquant sa crème sur son visage. C'est une phase, Darius. Les enfants traversent ça. Un jour ils sont joyeux, le lendemain plus introvertis. C'est normal. Mais ses cernes? On dirait qu'il ne dort pas bien. Il fait des cauchemars, parfois, a-t-elle répondu, sans le regarder directement. Les enfants font ça. Et pourquoi tu ne m'en as pas parlé? Parce que je ne voulais pas t'inquiéter, pendant que tu étais sur la route. Tu as déjà assez à penser, non? L'explication semblait plausible, mais quelque chose en lui restait inquiet. Cette nuit-là, Darius s'est réveillé plusieurs fois en pensant à son fils, à son changement, à la peur dans ses yeux. Et c'est au cours d'une de ses insomnies qu'il a réalisé que Nia n'était pas dans le lit. Il s'est levé doucement et il est sorti de la chambre. La maison était silencieuse, seule la petite lumière du couloir était allumée. C'est là qu'il l'a vue. La porte de la chambre d'Ethan était entr'ouverte, et Nia était à l'intérieur. Darius s'est figé dans le couloir, essayant de ne pas faire de bruit, essayant de comprendre ce qui se passait. Après environ 30 minutes, Nia est sortie de la chambre, en refermant doucement la porte derrière elle. « Qu'est-ce que tu faisais dans sa chambre à cette heure-ci » demanda Darius, la faisant sursauter. « Darius, tu m'as fait peur » s'est-elle exclamée en posant la main sur sa poitrine. « Je suis allée vérifier s'il dormait bien, tu sais, à cause des cauchemars. » 30 minutes pour vérifier s'il dort. Il s'est réveillé. Il était agité. Je suis restée là à le calmer. Pourquoi? Quelle question? Désolé, répondit Darius, en essayant de masquer ses soupçons. J'étais juste inquiet. Ils sont retournés se coucher, mais Darius n'a plus fermé l'œil. Le lendemain matin, après que Nia a déposé Ethan à l'école, Darius est allé directement dans la chambre de son fils. Il ne savait pas exactement ce qu'il cherchait, mais il savait qu'il lui fallait un indice sur ce qui se tramait. C'est alors qu'il a aperçu un vieil ours en peluche qu'il lui avait offert il y a des années, qui traînait sous le lit. Ce nounours qu'Ethan adorait tant était maintenant déchiré à plusieurs endroits, avec la bourre qui sortait. Ça l'a intrigué. Son fils avait toujours pris grand soin de ses jouets. Quand il l'a ramassé, il a remarqué quelque chose qui l'a encore plus perturbé. Des taches sombres sur le tissu, qui ressemblaient à des larmes séchées. La nuit suivante, Darius est resté éveillé exprès. Et une fois de plus, vers 23 heures, Nia s'est glissée hors de leur lit en silence et s'est dirigée vers la chambre d'Ethan. Cette fois, il a attendu quelques minutes avant de se faufiler jusqu'à la porte, essayant d'écouter ce qui se passait à l'intérieur. C'est là qu'il a entendu un bruit étouffé de pleurs. Le petit sanglotait tout bas, comme s'il avait une peur bleue de faire du bruit. « Discipline » a entendu Darius, dit Nia d'une voix basse mais ferme. « C'est pour ton bien. » Qu'est-ce qui se passait derrière cette porte? Quel genre de discipline faisait pleurer son fils, au milieu de la nuit? C'est à ce moment précis qu'il a pris une décision qui allait changer leur vie à jamais. Le lendemain matin, sous prétexte de régler des formalités pour l'entreprise, il est sorti tôt de la maison. Sa tête bouillonnait de pensées et de doutes. Est-ce qu'il réagissait de façon excessive? Était-ce vraiment juste une phase, comme le prétendait Nia? Mais ses pleurs étouffés, cette peur dans les yeux de son fils,
il n'arrivait pas à les chasser. Il s'est rendu dans un magasin d'électronique en centre-ville. Un jeune vendeur l'a accueilli, et Darius lui a expliqué qu'il avait besoin d'une caméra miniature. Discrète, facile à installer. Et qu'il pouvait contrôler depuis son téléphone. C'est pour la sécurité de la maison, monsieur? Lui a-t-il demandé. Oui, a répondu Darius, la gorge nouée. Pour la sécurité de mon fils. Il est reparti avec une microcaméra qu'on pouvait dissimuler facilement. Le vendeur lui a montré comment l'installer. Et comment accéder aux images. Via l'application sur son portable. Il n'aurait jamais imaginé en arriver là. Poser une caméra cachée chez lui, pour surveiller sa propre femme. Mais le bien-être de son fils passait avant tout. Quand il est rentré, Nia était dans la cuisine en train de préparer le déjeuner. Ethan était à l'école. C'était le moment idéal. Tu as eu ce qu'il te fallait? Lui a-t-elle demandé en remuant une casserole. Oui, tout est réglé, a menti Darius en glissant le sac contenant la caméra. Dans la poche de sa veste. Je vais prendre une douche. Il est allé dans la chambre d'Ethan et a cherché le meilleur endroit pour placer la caméra. Il lui fallait un angle qui couvre toute la pièce sans être repérable. Finalement, il l'a posée sur l'étagère, entre quelques jouets. Elle était assez petite pour passer inaperçue, mais parfaitement positionnée pour filmer tout ce qui se passait. Les mains tremblantes, il a installé l'appareil et l'a testé sur son téléphone. Ça fonctionnait à la perfection. Il a ressenti un mélange de soulagement et de culpabilité. Soulagement à l'idée de peut-être découvrir enfin la vérité. Culpabilité d'envahir l'intimité de sa propre maison. Mais quelque chose lui disait qu'il avait raison de le faire. Ce soir-là, pendant le dîner, il a essayé de faire comme si de rien n'était, mais il avait l'estomac noué. Ethan restait silencieux, ne répondant que lorsqu'on s'adressait directement à lui. Toujours avec ce regard inquiet vers sa mère. Nia, elle, semblait tout à fait normale, parlant des voisins, des courses, des projets pour le week-end. Je repars sur la route après-demain, a lancé Darius en observant leur réaction. Long trajet jusqu'à Ibadan. Il a vu les épaules d'Ethan s'affaisser légèrement, et un éclat presque imperceptible dans les yeux de Nia. Combien de temps cette fois? A-t-elle demandé, avec un calme qui lui paraissait désormais suspect. Au moins 2 semaines, peut-être plus. Ethan a baissé la tête encore plus, tripotant sa fourchette dans son assiette. Nia a esquissé un sourire léger. Tu vas nous manquer, hein, Ethan? Le garçon a hoché la tête sans rien dire. Après le dîner, Darius est allé le border. Quand ils étaient seuls, le petit lui a serré la main très fort. Papa, tu es vraiment obligé de repartir. La détresse dans sa voix lui a fendu le cœur. Oui, fiston, il faut que je travaille. Mais regarde, ça va passer vite. Et je serai de retour avant que tu t'en rendes compte, d'accord? Il n'a pas répondu. Il l'a juste enlacé très fort, comme s'il ne voulait jamais le lâcher. À cet instant, Darius était certain d'avoir bien fait d'installer la caméra. Le lendemain, il a passé le plus de temps possible avec Ethan. Il l'a emmené prendre une glace après l'école. Ils ont joué à la balle dans le jardin. Ils ont regardé son dessin animé préféré à la télé. Il voulait que son fils sache qu'il était là pour lui, qu'il pouvait lui faire confiance. Ce soir-là, avant qu'il s'endorme, Darius s'est assis au bord du lit et a tenté une dernière fois de le faire parler. Ethan, tu sais que tu peux tout me dire, hein? Même si quelqu'un t'a dit de ne pas le faire. Le petit a jeté un rapide coup d'œil vers la porte, comme pour vérifier qu'ils étaient vraiment seuls. Je sais, papa, a-t-il murmuré. Y a-t-il quelque chose qui se passe et que tu voudrais me dire? Quelque chose qui te rend triste ou qui t'effraie? Ses yeux se sont remplis de larmes, mais il les a retenus. Je ne peux pas, papa. Pourquoi, fiston? Pourquoi? Il a commencé à parler, mais sa voix s'est brisée. À ce moment-là, on a entendu des pas dans le couloir. C'était Nia qui approchait. Au lit, tous les deux, a-t-elle dit en se tenant dans l'encadrement de la porte. Il faut que tu te reposes pour ton voyage demain, Darius. Darius lui a fait un dernier câlin et a murmuré à l'oreille de son fils. Je t'aime, fiston. Je te protégerai toujours. Quand il est sorti de la chambre, Nia l'a suivi jusqu'à leur lit. Ils se sont couchés, et au bout d'un moment, Darius a fait semblant de dormir. Environ 1 heure plus tard, quand elle a cru qu'il était profondément endormi, elle s'est levée discrètement et a quitté la pièce. Darius a immédiatement attrapé son téléphone. Et ouvert l'application de la caméra. Son cœur battait si fort qu'il avait l'impression qu'il allait exploser. Sur l'écran, il a vu Nia entrer dans la chambre d'Ethan. Elle a refermé doucement la porte derrière elle. Ethan était allongé,
mais réveillé, comme s'il attendait déjà la visite nocturne. Il s'est recroquevillé sous les couvertures, remontant la couette jusqu'à son menton. « Maman, s'il te plaît » a-t-il murmuré. « J'ai été sage aujourd'hui. »« Tu sais que ça ne change rien, n'est-ce pas ?» a répondu Nia, d'une voix que Darius ne lui avait jamais entendue, froide, distante. « C'est pour ton éducation. » C'est alors qu'il a vu quelque chose qui lui a gelé le sang. Nia a sorti un rouleau de ruban adhésif de la poche de sa robe de chambre. À cet instant, Darius a senti tout son corps se glacer. Sur le petit écran du téléphone, il a regardé sa femme, la mère de son fils, s'approcher du lit avec le ruban à la main. Ethan s'est encore plus recroquevillé, ses petits yeux écarquillés de terreur. « S'il te plaît, maman » a-t-il supplié doucement. « Je te promets que je serai meilleur. » Chut, l'a-t-elle coupé en posant un doigt sur ses lèvres. Les voisins ne doivent pas entendre, tu te souviens? Et papa non plus. D'un geste rapide, elle a arraché un morceau de ruban, et sans la moindre hésitation, l'a collé sur la bouche de son fils. Son Ethan, son garçon de 8 ans, privé de voix de cette manière cruelle. Les mains de Darius tremblaient tellement qu'il a failli lâcher le téléphone. « Voilà qui est mieux » a dit Nia à voix basse. « Comme ça, on ne dérangera personne avec les pleurs, n'est-ce pas ?» Ensuite, elle a sorti une pantoufle à semelle dure de l'autre poche de sa robe. Ethan, toujours bâillonné, a essayé de supplier du regard. Des larmes silencieuses ont commencé à couler sur son petit visage. « C'est pour ton bien » a-t-elle continué de cette voix glaciale, que Darius n'aurait pas reconnu chez la femme qu'il avait épousée. « Un jour, tu me remercieras de t'avoir appris la discipline. » Ce qui s'est passé ensuite est l'une des choses les plus difficiles que Darius ait jamais eu à voir de toute sa vie. Nia a commencé à frapper son fils avec la pantoufle. Ce n'était pas de légers tapotements, ou des fessées disciplinaires, comme certains parents en donnent. C'étaient des coups violents, répétés, tout en lui chuchotant d'apprendre la leçon. Ethan ne pouvait pas crier à cause du ruban, mais son corps se convulsait à chaque impact. Darius a vu ses petites épaules trembler de sanglots muets, les larmes trempaient son oreiller. Et le pire, c'est qu'il a vu dans les yeux de son fils un mélange de douleur et de résignation, comme si c'était une routine bien connue. Il a voulu bondir hors de son lit, faire irruption dans la chambre, et tout arrêter immédiatement. Mais une partie de lui savait qu'il lui fallait des preuves concrètes de ce qui se passait. Il lui fallait documenter cette cruauté, pour qu'Ethan n'ait plus jamais à revivre ça. Alors, le cœur en miettes, Darius a continué à enregistrer. « C'est pour avoir trop parlé avec ton père aujourd'hui, » a entendu Darius, dit Nia entre les coups. « Tu sais que tu ne dois pas lui raconter nos affaires. » Enfin, après ce qui lui a semblé une éternité, elle s'est arrêtée. Ethan était recroquevillé dans son lit, son petit corps tremblant de sanglots muets. « Tu te souviens de notre accord » a dit Nia en se penchant sur lui. « Si tu dis quoi que ce soit à ton père, je le saurai, et ce sera bien pire. » Ensuite, elle a arraché le ruban de sa bouche, le faisant grimacer de douleur. « Maintenant, essuie ton visage et dors. Et je ne veux pas entendre un bruit. Compris ?» Le petit a hoché la tête, terrifié. Nia a lissé la couverture sur lui, comme si de rien n'était. Comme si ce geste pouvait effacer la violence des instants précédents. « Bonne nuit, fiston », a-t-elle dit, avant de quitter la chambre en refermant doucement la porte. Dans l'obscurité de sa chambre, le téléphone encore à la main. Les images de ce qu'il venait de voir gravées dans sa mémoire, Darius a pleuré en silence. Comment n'avait-il rien vu plus tôt? Comment avait-il laissé son fils vulnérable pendant si longtemps? Les voyages, les absences prolongées. Depuis combien de temps cela durait-il? Quelques minutes plus tard, Nia est revenue se coucher. Il a fait semblant de dormir, mais chaque fibre de son être voulait la confronter, hurler, lui demander comment elle pouvait faire ça à leur enfant. Mais il savait qu'il fallait être stratégique. Ethan était en danger, et il devait agir avec prudence, pour le protéger correctement. Il a passé toute la nuit éveillé, consultant la caméra de temps en temps. Il a vu Ethan, après le départ de sa mère, pleurer sans bruit en serrant son ours en peluche abîmé. Il a vu qu'il finissait par s'endormir, épuisé, et il s'est juré de tout faire pour sortir son fils de cette situation. Le lendemain matin, Darius s'est levé avant Nia et a préparé le petit déjeuner pour Ethan. Quand le petit est apparu, avec ses cernes profonds et son air abattu, le cœur de Darius s'est serré. Il a essayé d'agir normalement, mais il ne pensait qu'aux images de la veille. « Tu as bien dormi, fiston ?» a-t-il demandé en masquant ses émotions. « Oui, papa » a-t-il répondu machinalement, sans le regarder dans les yeux. « Ethan »
dit Darius en s'accroupissant à sa hauteur. Regarde-moi. Le garçon a lentement levé les yeux, et Darius a vu toute la peur et la douleur qu'il contenait. Je t'aime très fort, a-t-il dit, en prenant ses petites mains dans les siennes. Et je vais tout faire pour te protéger. Tu me crois? Pendant un bref instant, il a vu une lueur d'espoir dans les yeux de son fils. Mais elle a vite été remplacée par la peur. Quand ils ont entendu Nia approcher. Bonjour, a-t-elle dit en entrant dans la cuisine, comme si de rien n'était. Déjà au petit déjeuner? C'est super. Darius l'a regardé verser son café et beurrer une tartine. Jouant le rôle de la mère aimante, qu'il avait toujours cru qu'elle était, la même personne qui, quelques heures plus tôt, avait torturé leur fils dans le silence de la nuit. À quelle heure tu pars aujourd'hui? A-t-elle demandé nonchalamment. Après le déjeuner, a-t-il répondu en essayant de garder une voix stable. Je veux profiter de la lumière du jour sur l'autoroute. Très bien, a-t-elle souri. Ne t'inquiète de rien. On va se débrouiller. Pas vrai, Ethan? Le petit a simplement hoché la tête sans rien dire. Après le petit déjeuner, pendant que Nia emmenait Ethan à l'école, Darius s'est précipité pour faire une copie de la vidéo de la nuit précédente. Il fallait que ses preuves soient en sécurité. Il a transféré les fichiers sur une clé USB et il les a aussi uploadés dans le cloud. Il ne pouvait pas risquer de perdre ces images terribles mais cruciales. Quand il est reparti sur la route cet après-midi-là, ce n'était pas un voyage de travail ordinaire. Chaque kilomètre qui l'éloignait de la maison était une torture. Sachant que son fils serait seul avec son bourreau. Mais il avait un plan, et la caméra resterait vigilante, enregistrant tout pour qu'il puisse agir, avec toute la force de la loi. Ce soir-là, il a garé le camion dans une aire de repos, le cœur lourd, il a ouvert l'application de la caméra. Comme il le craignait, la scène de la veille se répétait. Nia est entrée dans la chambre, a fermé la porte. Et le rituel de violence a recommencé. Pleure en silence, l'a-t-il entendu dire, en collant le ruban sur la bouche de son fils. Ton père ne doit jamais savoir ça. C'est là qu'il a pris une décision qui allait changer leur vie à jamais. Il ne pouvait pas attendre son retour du voyage. Son fils ne passerait pas une nuit de plus dans cette maison. Les mains tremblantes et les larmes aux yeux, Darius a appelé le frère de Nia, son beau-frère. Kevin Ellington avait toujours été un homme droit, il adorait Ethan. Et même s'il était son frère, Darius lui faisait confiance. Darius, tout va bien? Tu n'appelles jamais aussi tard, a-t-il répondu, l'air inquiet. Kevin, j'ai besoin de ton aide, a dit Darius en essayant de contrôler sa voix. C'est une urgence. C'est à propos d'Ethan. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est malade? Non, c'est pire. J'ai besoin que tu ailles chez moi tout de suite, et que tu prennes Ethan. Invente n'importe quelle excuse. Dis que tu as besoin de lui pour quelque chose chez toi. N'importe quoi. Juste sors mon fils de là, loin de Nia, s'il te plaît. Darius, tu me fais peur. Qu'est-ce qui se passe? Kevin, je n'ai pas le temps d'expliquer tout maintenant. Je suis sur l'autoroute, à presque 8 heures de la maison. Est-ce que je peux compter sur toi? Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Puis, d'une voix grave, il a répondu. Oui, tu peux compter sur moi. Je vais chercher Ethan tout de suite. Merci, a soupiré Darius, un léger soulagement l'envahissant. Quand il sera en sécurité, appelle-moi, et surtout, ne dis rien à Nia. Il a raccroché et a fixé son téléphone, priant pour que Kevin sorte son fils de cette maison. Le plus vite possible. Entre-temps, il a repris la route, roulant droit vers la maison. La livraison, le travail, tout ça n'avait plus d'importance. Il ne voulait qu'une chose, rentrer et protéger son fils. 1 heure et demie plus tard, son téléphone a sonné. C'était Kevin. Darius, j'ai Ethan ici chez moi. J'ai dit à Nia que j'avais besoin de son aide pour monter un cadeau surprise pour Chloé, vu que son anniversaire approche. Elle était un peu méfiante, mais elle l'a laissé partir. On est à la maison avec Chloé. Darius a fermé les yeux un instant, remerciant le ciel en silence. Comment va-t-il? Silencieux, un peu effrayé. Il t'a demandé plusieurs fois. Je peux lui parler? Bien sûr, attends une seconde. Il a entendu du bruit, puis la voix de son fils. Papa? Salut, champion, a dit Darius, les émotions montant en lui. Ça va là-bas avec Kevin? Oui, a-t-il répondu doucement. Papa, tu viens me chercher? Oui, fiston. Je roule vers la maison en ce moment. J'arrive le plus vite possible. Ça va aller. En attendant, reste avec ton oncle. Il va prendre soin de toi.
D'accord, a-t-il dit, et Darius a senti le soulagement dans sa voix. Papa, merci. Ce simple merci lui a brisé le cœur. Son fils le remerciait de l'avoir sorti d'une situation abusive, comme si être protégé était une faveur. Alors qu'il méritait ça plus que tout. Je t'aime tellement, Ethan. On sera bientôt ensemble. Après avoir parlé à son fils, Kevin reprit le téléphone. Darius, tu vas me dire ce qui se passe? Ethan a peur de rentrer à la maison. Qu'est-ce que Nia a fait? Kevin, je sais que c'est dur à croire, mais ta sœur maltraite Ethan physiquement. J'ai des preuves vidéo. Un long silence suivit. Ça ne peut pas être vrai. Nia ne ferait pas ça. Je ne voulais pas y croire non plus, répondit Darius, la voix brisée. Mais je l'ai vu de mes propres yeux. J'ai installé une caméra dans sa chambre, parce que j'avais remarqué quelque chose d'anormal. Elle attend que je m'endorme, ou quand je suis en voyage. Et elle va dans sa chambre au milieu de la nuit. Lui colle du ruban sur la bouche, pour qu'il ne fasse pas de bruit, et elle le frappe. Ce ne sont pas des fessées disciplinaires, Kevin. C'est de la violence pure. Mon Dieu, murmura-t-il, clairement secoué. J'ai les vidéos. Je te les montrerai quand j'arriverai. Pour l'instant, j'ai juste besoin de savoir que mon fils est en sécurité. Il est en sécurité ici avec Chloé et moi. Tu peux être tranquille. Nia a déjà appelé 2 fois, pour demander quand je le ramène. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que j'avais besoin de son aide, pour monter un meuble surprise pour Chloé, et qu'on allait passer au fast-food après. Je lui ai dit que je le ramènerais plus tard. Je ne sais pas si elle m'a cru, mais c'est tout ce que j'ai trouvé. Merci, Kevin. Vraiment. Je devrais être là demain matin. Je viendrai directement chez toi. Je ne passerai même pas à la maison d'abord. On t'attend, répondit Kevin. Et Darius, je ne sais même pas quoi dire. Je n'aurais jamais imaginé que ma sœur soit capable de ça. Moi non plus, répondit Darius, la gorge nouée. Il roula toute la nuit sans s'arrêter pour dormir. Chaque instant, il pensait à son fils, aux cicatrices que des mois, peut-être des années, de maltraitance laisseraient sur lui. Comment une mère pouvait-elle faire ça à son propre enfant? Comment n'avait-il rien vu plus tôt? En conduisant, il se rappela les petits signes qu'il avait ignorés. Les cernes, le comportement renfermé. La peur dans ses yeux, les excuses de Nia sur la discipline et l'éducation. Il se souvenait de toutes les fois où Ethan avait essayé de lui dire quelque chose, mais s'était arrêté quand Nia entrait dans la pièce. Toutes les fois où il l'avait supplié de ne pas partir, de rester à la maison. Vers 6 heures du matin, il s'arrêta dans une station-service pour faire le plein. Et se passer de l'eau sur le visage. Il était épuisé physiquement et émotionnellement. Pendant que l'employé remplissait le réservoir, il décida de vérifier une dernière fois ce qui se passait à la maison. Il ouvrit l'application de la caméra sur son téléphone, et vit que la chambre d'Ethan était vide, le lit fait. Mais ensuite, il entendit la voix de Nia au téléphone. « Je ne sais pas, maman, » disait-elle en faisant les 100 pas dans la chambre. Kevin a pris Ethan hier et ne l'a toujours pas ramené. Il ne répond pas à mes appels. Je m'inquiète. Et Darius a appelé pour dire qu'il rentrait plus tôt du voyage. Une pause pendant qu'elle écoutait la réponse de sa mère. Je ne sais pas s'il se doute de quelque chose. Il agit bizarrement ces derniers jours. Il observe tout, il pose beaucoup de questions sur Ethan. Une autre pause. Bien sûr que je ne lui ai rien dit. Ethan sait qu'il ne faut pas parler. Il a trop peur pour dire quoi que ce soit à qui que ce soit. Darius sentit la colère monter en lui. Elle parlait de torturer leur fils comme si c'était normal. Comme un secret qu'il ne fallait simplement pas partager avec lui. Il faut que je raccroche, maman. Je vais rappeler Kevin. Dès qu'elle quitta la pièce, Darius ferma l'application et remonta dans le camion. Il fallait qu'il rentre le plus vite possible. Quand il arriva enfin en ville, il était plus de 9 heures du matin. Il se rendit directement chez Kevin, comme convenu. Ce dernier ouvrit la porte avec une expression grave. « Il dort encore ?» dit Kevin à voix basse. Il n'a réussi à s'endormir qu'à 5 heures du matin. Il avait peur de fermer les yeux. « Je peux le voir ?» Kevin le conduisit à la chambre d'amis, où Ethan dormait en boule sous les couvertures. Avec une expression paisible que Darius n'avait pas vue depuis longtemps. Il s'assit au bord du lit et passa doucement la main dans les cheveux de son fils. Le petit remua un peu, mais ne se réveilla pas. Darius, l'appela Kevin depuis le couloir. « Il faut qu'on parle maintenant. » Darius sortit de la chambre en laissant la porte entr'ouverte, pour entendre si Ethan se réveillait. Dans le salon, Kevin et Chloé l'attendaient, le visage soucieux. « Hier soir,
Je lui ai enlevé son t-shirt pour le baigner, dit Chloé, les yeux pleins de larmes. Il a des marques sur le dos, Darius, des anciennes, des nouvelles, comme si on le frappait régulièrement. Je sais, répondit-il, sentant les larmes lui remonter. Je sais, je l'ai vu. Tu disais que tu avais des vidéos, lui rappela Kevin. Darius sortit son téléphone et leur montra les enregistrements des 2 dernières nuits. Chloé quitta la pièce en pleurant. Kevin regarda en silence, le visage blême, les mains tremblantes. Mon Dieu, Darius, dit-il quand les vidéos se terminèrent. C'est monstrueux. Je n'arrive pas à croire que ma propre sœur. Moi non plus, répondit Darius en rangeant le téléphone. Mais il faut agir vite. Nia commence à se douter de quelque chose. Elle t'a appelé plusieurs fois. Il faut que je mette Ethan en sécurité et que j'aille voir la police. À ce moment-là, une petite voix s'éleva depuis le couloir. Papa? Ethan se tenait là, frottant ses yeux encore gonflés de sommeil. Quand il vit son père, il courut vers lui et se jeta dans ses bras en sanglotant. Darius le serra très fort, se jurant que plus jamais personne ne lui ferait de mal. Tout va bien maintenant, fiston, murmura-t-il à son oreille. Papa est là. Personne ne te fera plus jamais de mal. L'enfant s'accrochait à lui comme si sa vie en dépendait, et d'une certaine façon, c'était le cas. Darius s'assit sur le canapé avec Ethan sur les genoux, son visage enfoui dans son torse. Ses petites mains agrippant sa chemise comme s'il craignait qu'il disparût. Kevin et Chloé les laissèrent seuls, en allant préparer du café dans la cuisine. Darius resta là, à bercer son fils, sentant son corps trembler peu à peu se calmer. Champion? Appela-t-il doucement quand il sentit qu'il était plus détendu. Il faut qu'on parle de quelque chose de très important. Le petit releva le visage, les yeux encore rougis. Il y avait tant de peur, tant de douleur pour un enfant si petit. Tu n'as plus à avoir peur, continua-t-il en tenant ses petites mains dans les siennes. Je sais ce qui se passait quand je n'étais pas là. Je sais ce que maman te faisait la nuit. Son corps se raidit aussitôt, la panique montant dans ses yeux. Papa, elle va être furieuse si elle sait que j'ai dit quelque chose. Tu n'as rien dit, fiston. Je l'ai découvert tout seul, expliqua Darius pour le calmer. J'ai installé une caméra dans ta chambre, avant de partir en voyage. J'ai tout vu. Ethan le regarda, perdu, essayant de comprendre. Tu as vu? Oui, fiston. J'ai vu tout ce qu'elle te faisait. Le ruban sur ta bouche, les coups. Il baissa la tête, comme s'il avait honte. Je suis désolé, papa. Ces 2 mots l'anéantirent. Son fils s'excusait d'être une victime. Darius lui prit le visage entre les mains pour le forcer à le regarder. Ethan, écoute bien ce que papa va te dire. Tu n'as rien fait de mal. Rien. Ce que maman t'a fait est mal. Très mal. Aucun adulte, même un parent, n'a le droit de faire du mal à un enfant comme ça. Tu comprends? Le petit hocha la tête lentement. Mais Darius voyait encore le doute dans ses yeux. Des années de manipulation et de peur ne s'effaçaient pas en quelques mots. Depuis combien de temps ça dure, fiston? L'enfant se mordit la lèvre, hésitant. Depuis que tu as commencé les longs trajets. Elle disait que c'était pour m'apprendre à être un bon garçon, quand tu n'étais pas là. Elle disait que si je parlais, personne ne me croirait. Qu'elle dirait que je mentais pour attirer l'attention. Darius ferma les yeux un instant, sentant une douleur physique. En pensant que cela durait depuis presque 1 an. Et il n'avait rien vu. Tous ces voyages, toutes ces nuits où il laissait son fils seul avec son bourreau. Et quand j'étais à la maison, elle le faisait aussi? Ethan secoua la tête. Pas autant. Seulement quand tu dormais. Elle attendait que tu sois profondément endormi. Et elle venait dans ma chambre. Mais c'était plus rapide. Parce qu'elle avait peur que tu te réveilles et que tu entendes. Darius se rappela toutes les fois où il s'était réveillé. Et où il avait trouvé qu'il revenait au lit. Prétextant être allé aux toilettes ou chercher de l'eau. Tous les matins où il avait trouvé Ethan abattu, avec des cernes et sans énergie. Comment avait-il pu être aussi aveugle? Quand elle te frappait, pourquoi disait-elle faire ça? Ethan haussa les épaules. Parfois parce que j'avais trop parlé avec toi. Ou parce que j'avais laissé mon cartable au mauvais endroit. Ou parce que je n'avais pas fini mon assiette. Il marqua une pause, déglutissant. Mais la plupart du temps, elle disait qu'elle n'avait pas besoin de raison. Que c'était pour que j'apprenne à être fort. Une larme échappa à Darius, qui l'essuya vite. Il fallait qu'il fût fort pour lui maintenant. Ethan, regarde-moi, demanda-t-il, en attendant que ses yeux croisent les siens. À partir d'aujourd'hui, c'est fini.
Tu ne revivras jamais ça. Jamais, je te le promets. Et maman, elle va être très en colère quand elle saura que tu sais. Ne t'inquiète pas pour elle. Tu ne seras plus jamais seul avec elle. À ce moment-là, Kevin revint dans le salon, avec un plateau de chocolat chaud et de biscuits. Chloé le suivit, les yeux encore rougis. Regarde, Ethan, dit Kevin en forçant un sourire. Tati Chloé t'a fait du chocolat chaud. Ethan regarda le plateau, puis son père, comme pour demander la permission. Vas-y, fiston, tu dois avoir faim. Il descendit des genoux de Darius et alla s'asseoir à la table, où Chloé l'aida à verser le chocolat. Dans une tasse colorée. Pendant qu'il mangeait, Kevin fit signe à Darius de le suivre dans le jardin. Alors, Darius, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je vais au commissariat, répondit-il, déterminé. Je vais montrer les vidéos, porter plainte, et demander une ordonnance de protection pour Ethan. Je ferai tout ce qu'il faut pour le garder en sécurité. Tu sais que ça va détruire ta famille, hein? Que Nia pourrait aller en prison. Darius le regarda droit dans les yeux. Kevin, je sais que c'est ta sœur, mais ce qu'elle a fait. Ce qu'elle fait depuis des mois, ça a déjà détruit notre famille. Une mère qui torture son propre enfant ne mérite pas ce titre. Et oui, si la justice décide qu'elle doit aller en prison, qu'il en soit ainsi. Kevin hocha lentement la tête. Tu as raison. C'est juste dur à accepter que sa propre sœur soit capable de ça. Mais Ethan passe avant tout. Il n'est qu'un enfant. Exactement, acquiesça Darius. Et je l'ai laissé tomber une fois. Je ne le laisserai plus jamais tomber. Qu'est-ce que je peux faire pour aider? Tu aides déjà, Kevin, en nous hébergeant, en protégeant mon fils quand je ne pouvais pas. J'ai juste besoin que toi et Chloé restiez avec Ethan. Pendant que je vais au commissariat. Je ne veux pas qu'il traverse ça maintenant. Bien sûr, pas de problème. Il peut rester ici aussi longtemps que nécessaire. Ils rentrèrent et trouvèrent Ethan plus joyeux, discutant doucement avec Chloé. Pendant qu'elle lui resservait des biscuits. C'était la première fois depuis longtemps que Darius le voyait presque détendu. Presque redevenu le garçon qu'il aurait dû être. Champion, l'appela-t-il en s'agenouillant près de lui. Papa doit sortir quelques heures, pour régler des choses importantes. Tu restes ici avec oncle Kevin et tati Chloé, d'accord? La panique revint aussitôt dans ses yeux. Tu vas revenir, hein, papa? Promis? Bien sûr. Je reviens, fiston. Promis. Je vais juste régler des choses pour que tu sois en sécurité. Maman va venir me chercher, hein? Non, répondit-il fermement. Elle ne viendra pas ici. Tu es sûr? Compris? Le petit hocha la tête, mais il avait encore l'air inquiet. Chloé, sentant sa peur, proposa. Ethan, et si on regardait ce film de super-héros que tu adores? Pendant que papa s'occupe de tout. La suggestion l'égaya un peu. Darius lui fit un dernier câlin avant de partir, lui promettant encore qu'il reviendrait vite. En chemin vers le commissariat, son téléphone n'arrêtait pas de sonner. C'était Nia. Il ignora les premiers appels, mais au 5e, il décida de répondre. Il fallait qu'il gagnât du temps. Allô, répondit-il sèchement. Darius, s'exclama-t-elle, soulagée. Dieu merci. Je t'appelle depuis des heures. Kevin a pris Ethan hier soir, et ne l'a toujours pas ramené. Il ne répond pas à mes appels. Je suis inquiète. L'hypocrisie de ces mots le mit hors de lui. Elle, inquiète pour le fils qu'elle maltraitait méthodiquement. Il va bien, répondit-il en essayant de contenir sa rage. Il est toujours avec Kevin. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu rentrais plus tôt? Et pourquoi tu n'es pas à la maison? Où es-tu? Je règle des affaires, éluda-t-il. Je passerai plus tard. Darius, qu'est-ce qui se passe? Tu agis bizarrement. On parlera quand j'arriverai, répondit-il, avant de raccrocher, pour qu'elle ne posât plus de questions. Au bureau du shérif, un détective le reçut avec attention et sérieux. Quand il lui montra les vidéos, elle secoua la tête, visiblement bouleversée. Monsieur Thurman, c'est un cas grave de violence domestique sur mineur, expliqua-t-elle. Nous allons prendre toutes les mesures nécessaires. D'abord, nous allons établir un rapport détaillé. Et demander une ordonnance d'urgence pour éloigner votre femme de l'enfant. Et pour la garde de mon fils? Vous pouvez immédiatement demander la garde temporaire. Pendant que la procédure suit son cours. Avec ces preuves, il est très probable que le juge accepte la demande. Darius passa les heures suivantes à faire une déposition, à remplir des formulaires. Et à envoyer les vidéos dans le système de la police. Le détective appela le département des services à l'enfance.
et à la famille, qui envoya un représentant pour suivre le dossier. Tout semblait se passer au ralenti et en accéléré à la fois. Quand il sortit enfin du commissariat, il était tard dans l'après-midi. Il tenait un rapport de police et un protocole. Pour la demande d'ordonnance de protection en main. Le détective lui assura qu'un agent irait chez lui dès ce jour-là. Pour notifier Nia de l'ordonnance. Qui lui interdisait d'approcher Ethan, ou de le contacter de quelque façon que ce fût. En roulant vers la maison de Kevin, il reçut un appel d'un numéro inconnu. C'était l'huissier de justice, qui l'informa qu'il venait de signifier l'ordonnance de protection à Nia. Elle n'a pas bien réagi, commenta-t-il. Elle s'est agitée, disant que c'était tous des mensonges. Que vous inventiez des choses pour lui prendre son fils. C'était à prévoir, répondit Darius, épuisé. Avez-vous un endroit sûr où rester avec le mineur? Car elle ne pourra pas rester dans la même résidence que lui? Oui, nous sommes chez mon beau-frère pour l'instant. Je prévois de louer un endroit à moi dans les prochains jours. Parfait. Tout problème, contactez immédiatement le commissariat. Quand il arriva chez Kevin, il trouva Ethan plus calme, regardant la télé avec Chloé. Quand il vit son père, il courut vers lui pour lui faire un câlin. « Tu es revenu » s'exclama-t-il, soulagé. « Je te l'avais promis, non » sourit Darius en le soulevant dans ses bras. « Et papa tient toujours ses promesses. » Kevin l'appela dans la cuisine, pendant que Chloé restait avec Ethan dans le salon. « Nia est venue ici » dit-il à voix basse. Darius sentit son sang se glacer. « Quoi? Quand? » Il y a environ 1 heure. Elle était furieuse, disant que tu avais inventé des mensonges sur elle, que tu voulais l'éloigner de son fils. Elle disait qu'elle venait de recevoir une ordonnance de protection, et qu'elle savait qu'on était là. Elle a essayé d'entrer pour voir Ethan. Essayé? Elle a essayé, mais je ne l'ai pas laissée. Je lui ai dit qu'elle était très énervée, et qu'il valait mieux qu'elle revînt, quand elle serait plus calme. Elle a menacé d'appeler la police, mais je lui ai rappelé que l'ordonnance était contre elle, pas contre nous. Elle est partie, mais je suis sûr qu'elle reviendra. Il va falloir qu'on parte d'ici, conclut Darius en passant une main dans ses cheveux. Je ne veux pas vous impliquer plus que vous ne l'êtes déjà. Où irez-vous? Je vais louer une chambre d'hôtel pour l'instant, jusqu'à ce que je trouve un appartement. Ne fais pas l'idiot, Darius. Kevin posa une main sur son épaule. Vous pouvez rester ici aussi longtemps que vous voulez. La maison est grande. On a la chambre d'amis. Ethan commence déjà à se sentir à l'aise. Je ne veux pas vous causer d'ennui, toi et Chloé. Nia est ta sœur. C'est ma sœur, oui, mais ce qu'elle a fait est impardonnable. Ethan n'est qu'un enfant. Il ne méritait pas de vivre ça. Vous resterez ici jusqu'à ce que vous soyez à nouveau installés. Point final. Darius ressentit une immense gratitude pour cet homme qui, bien qu'il fût le frère de celle qui les avait tant fait souffrir, choisissait le bon côté, la justice et la protection d'un enfant innocent. Cette nuit-là, quand il borda Ethan dans la chambre d'amis, le petit lui demanda de rester jusqu'à ce qu'il s'endormît. Darius s'allongea à côté de lui, et ils restèrent silencieux quelques minutes. « Papa » appela-t-il doucement. « Maman ne me fera plus de mal, hein? »« Non, fiston, plus jamais » promit-il en serrant sa petite main. « Papa va te protéger, toujours. » Elle était très en colère parce que tu as découvert. Je pense que oui, mais ça n'a plus d'importance. Ce qui compte, c'est que tu es en sécurité maintenant. Il resta silencieux encore un moment. Puis il murmura. Tu sais, papa, je priais tous les soirs pour que tu découvres. J'avais tellement peur de te le dire. Les larmes remontèrent à la gorge de Darius. Je suis tellement désolé de ne pas l'avoir vu plus tôt, fiston. Tellement désolé. Ce n'était pas ta faute, papa, dit-il avec une sagesse qui dépassait son âge. Maman disait que c'était notre secret, que tout le monde penserait que je mentais. Que même toi, tu penserais que j'inventais. Je ne penserai jamais ça, Ethan. Jamais. Tu peux toujours tout me dire. Je te croirai toujours. Il esquissa un petit sourire, le premier vrai sourire que Darius lui voyait depuis longtemps. Peu après, il s'endormit en tenant sa main. Darius resta là, à regarder son fils dormir paisiblement, peut-être pour la première fois depuis des semaines. Et il se jura de tout faire pour reconstruire leur vie, et lui rendre l'enfance qu'il méritait. Le lendemain, Darius reçut un appel de son avocat, qu'il avait engagé pour gérer l'affaire de garde. Il avait des nouvelles. À Monsieur Thurman, le juge a accordé votre demande de garde temporaire. Vous avez la garde exclusive d'Ethan. Jusqu'à ce que l'affaire soit jugée. Votre femme aura droit à des visites supervisées si vous l'acceptez,
mais seulement dans un lieu neutre. Et avec un professionnel désigné par le tribunal. Darius sentit un énorme poids s'enlever de ses épaules. Ce n'était que le début d'une longue bataille juridique, il le savait. Mais c'était un pas important pour assurer la sécurité de son fils. Quand il raccrocha, il vit Ethan qui l'observait depuis l'entrée de la cuisine. Les yeux pleins d'espoir et de crainte à la fois. « Papa, est-ce qu'on va s'en sortir ?» Il ouvrit les bras et le petit courut vers lui. Il l'enlaça de toutes les forces de son amour. Sachant qu'un long chemin les attendait, mais déterminé à tout faire pour que ça marche. « Oui, fiston, je te le promets, on va s'en sortir. » Les semaines qui suivirent furent des semaines d'adaptation et de guérison. Ils louèrent un petit appartement, près de la maison de Kevin et Chloé, qui restait leur refuge sûr. Darius dut prendre des décisions difficiles concernant son travail. Les trajets longue distance étaient incompatibles avec sa nouvelle réalité de père célibataire. Il parla à son patron et réussit à trouver un arrangement. Il commença à faire uniquement des livraisons régionales, qui lui permettaient d'être à la maison tous les soirs. Ethan entama une thérapie 3 fois par semaine. Le docteur Ramirez, la psychologue, était spécialisée dans les traumas infantiles et avait beaucoup d'expérience avec les enfants victimes de violences domestiques. Au début, le garçon répugnait à parler, mais petit à petit, il commença à s'ouvrir, à exprimer ses peurs et sa douleur de la manière dont son petit esprit le pouvait. Un après-midi, après une séance particulièrement intense, le docteur Ramirez demanda à parler à Darius seul à seul. « Monsieur Thurman, Ethan fait des progrès. Mais le trauma est profond, expliqua-t-elle sérieusement. Il a vécu environ 1 an sous une terreur constante, craignant toujours le moment où sa mère entrerait dans la chambre, pour le faire souffrir. Va-t-il un jour surmonter ça ? Demanda Darius, anxieux. Les enfants sont étonnamment résilients quand ils ont un soutien adéquat, sourit-elle faiblement. Le fait que vous ayez agi rapidement, en découvrant la maltraitance a été crucial. Beaucoup d'enfants sont victimisés pendant des années, parce que les adultes autour d'eux ne les croient pas, ou choisissent de ne pas voir. J'aurais dû le remarquer plus tôt, dit-il, sentant le poids de la culpabilité qu'il portait encore. Les abuseurs sont très habiles à cacher leurs actes, monsieur Thurman. Et d'après ce qu'Ethan m'a dit, sa mère le menaçait constamment pour assurer son silence. Elle choisissait des moments où vous n'étiez pas là, ou où elle pensait que vous ne remarqueriez rien. C'est typique des abuseurs. Darius pensa à tous les voyages, toutes les nuits passées loin de la maison, laissant son fils vulnérable. Je vais changer définitivement de travail. Plus de longs trajets. C'est une décision importante, hocha-t-elle la tête. La présence constante d'un adulte protecteur est fondamentale pour la guérison d'Ethan. Il a besoin de se sentir en sécurité pour savoir qu'il peut vous faire confiance pour être là. Je serai toujours là, promit-il. Et concernant les visites supervisées, le juge a accordé ce droit à Nia. Et je ne sais pas comment Ethan réagira en revoyant sa mère. Le docteur Ramirez soupira. C'est une question délicate. Légalement, elle a ce droit, sauf si on prouve que les visites seraient néfastes pour la santé mentale d'Ethan. D'après ce que j'ai vu, je peux préparer un rapport pour le tribunal, recommandant que les visites soient temporairement suspendues, au moins jusqu'à ce qu'Ethan soit plus stable émotionnellement. Ça m'aiderait beaucoup, répondit Darius, soulagé. Il se réveille encore en hurlant certaines nuits, appelant, craignant qu'elle vienne le faire souffrir. Les cauchemars sont courants dans les cas de trauma. Ils diminueront avec le temps et la thérapie. Elle marqua une pause. Monsieur Thurman, il y a une autre chose dont nous devons parler. Ethan a mentionné que sa mère utilisait la religion pour justifier les punitions. Elle disait que c'était une discipline biblique, qu'elle le faisait pour son bien. Darius sentit son estomac se nouer. Elle n'était jamais particulièrement religieuse avec moi. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle utilise ça comme excuse pour. Il ne put finir la phrase. Malheureusement, c'est plus courant qu'on ne le pense. Certaines personnes déforment les concepts religieux pour justifier la violence envers les enfants. Ça explique aussi une partie de la confusion morale qu'Ethan ressent. Il a été amené à croire qu'il méritait la souffrance, que c'était pour son bénéfice. Darius sortit de cette séance le cœur lourd, mais avec plus de clarté sur comment aider son fils. En rentrant, ils s'arrêtèrent à la glacerie. Un petit rituel qu'ils avaient établi, après les séances de thérapie. C'était leur façon de transformer une journée potentiellement difficile en une qui se terminait sur une note positive. Comment s'est passée la discussion avec le docteur Ramirez aujourd'hui, fiston ? Demanda-t-il pendant qu'Ethan léchait sa glace au chocolat.
C'était bien, répondit le garçon, plus ouvert qu'à l'accoutumée. Elle m'a appris à respirer d'une façon spéciale quand je commence à avoir peur. Et ça marche? Ethan haussa les épaules. Parfois, quand ce n'est pas une très grande peur. Et quand c'est une très grande peur, qu'est-ce que tu fais? Je pense à toi, papa, dit-il simplement. Je pense que maintenant, tu vas me protéger. Ces mots simples firent monter les larmes aux yeux de Darius. Il passa un bras autour des épaules de son fils, et le serra contre lui. Toujours, fiston, toujours. Cette nuit-là, pendant qu'Ethan dormait, Kevin passa les voir. Il semblait tendu, inquiet. Qu'est-ce qui ne va pas? Demanda Darius en lui proposant un café. Nia essaie de monter un dossier contre toi, dit-il directement. Elle est allée chez maman aujourd'hui, j'y étais. Elle dit qu'elle va prouver que tu es un père absent. Que tu as toujours laissé l'éducation d'Ethan entre ses mains, pendant que tu voyageais, et que tu utilises maintenant des accusations fausses pour lui prendre son fils. Accusations fausses, répéta Darius, incrédule. J'ai des vidéos, Kevin. Des vidéos d'elle en train de torturer notre fils. Je sais, tenta de le calmer Kevin. Je te dis juste ce qu'elle prépare. Elle dit qu'elle va trouver des témoins, des voisins, des proches, des gens de l'école d'Ethan, qui diront qu'elle a toujours été une mère bonne, dévouée, aimante. Et ce que disent ces gens pèse plus que les preuves concrètes. De ce qu'elle faisait quand personne ne regardait, argumenta Darius, frustré. Darius, tu sais à quel point le système judiciaire peut être compliqué. Surtout pour les questions de garde, soupira Kevin. Elle mise sur le fait que tu passais beaucoup de temps loin de la maison. Pour le travail. Darius passa une main fatiguée sur son visage. C'est pour ça que j'ai déjà changé mon rythme de travail. Je ne fais plus que des livraisons locales maintenant. C'est bien, hocha Kevin. Ça aidera à montrer au juge que tu es engagé. Pour le bien-être d'Ethan. Mais je n'aurais pas approuvé ça, protesta Darius. Ce n'est pas moi qui frappe mon fils tous les soirs. Qui lui colle du ruban sur la bouche pour qu'on n'entende pas ses cris. Kevin soupira profondément. Je sais que c'est scandaleux, mais elle est la mère. Malheureusement, dans beaucoup de cas, le système tend à favoriser les mères. Même quand il y a des preuves de maltraitance. Il faut que tu te prépares à une bataille difficile. Je suis prêt à affronter tout ce qu'il faut pour mon fils. Dans les jours qui suivirent, Darius reçut une notification, indiquant que Nia avait déposé une requête pour annuler l'ordonnance de protection et la garde temporaire. Comme Kevin l'avait averti, elle construisait un dossier basé sur son absence présumée. En tant que père, à cause des voyages de travail. Suivant les conseils de son avocat, il commença à documenter méticuleusement leur nouvelle routine. Il emmenait Ethan à l'école tous les matins et le récupérait tous les après-midi. Il assistait à toutes ses séances de thérapie. Il participait aux réunions scolaires. Ils faisaient des sorties ensemble le week-end. Il prenait des photos, gardait les reçus et demandait des attestations de l'école et de la psychologue. À la maison, Ethan continuait à faire occasionnellement des cauchemars. Mais ils étaient de moins en moins fréquents. Peu à peu, il redevenait le garçon joyeux dont Darius se souvenait. Même s'il avait encore des moments de peur soudaine ou de profonde tristesse. Une nuit, en l'aidant avec ses devoirs, le petit lui posa une question qui le prit par surprise. « Papa, maman ne m'aimait pas, hein ?» Darius reposa le crayon qu'il tenait. Et se tourna complètement vers lui. « Pourquoi tu demandes ça, fiston ?» Ethan haussa les épaules. Mais Darius voyait qu'il retenait ses larmes. Parce qu'elle m'a fait tellement mal. On fait du mal seulement aux gens qu'on n'aime pas, non? Comment expliquer quelque chose d'aussi complexe à un enfant de 8 ans? Comment lui faire comprendre que le problème n'était jamais lui? Jamais. Ethan, ce que maman t'a fait n'a rien à voir avec. Si tu es un bon ou un mauvais garçon. Ou si elle t'aimait ou pas. Il y a des adultes qui sont malades ici? Dit-il en pointant sa tête. Et ici, ajouta-t-il en pointant son cœur. Ils font de très mauvaises choses, parce qu'ils ne savent pas gérer leurs propres sentiments et problèmes. Donc maman est malade? Demanda-t-il, essayant de comprendre. D'une certaine façon, oui. Ce n'est pas une maladie comme la grippe ou un mal de ventre. C'est une maladie qui pousse une personne à faire du mal aux autres. Surtout à ceux qui ne peuvent pas se défendre. Et c'est très, très mal. Le petit resta silencieux un moment, digérant ce que son père venait de lui dire. Est-ce qu'elle guérira un jour? C'était la question la plus dure. Je ne sais pas, fiston. Certaines personnes réalisent qu'elles sont malades. Et cherchent de l'aide pour guérir. D'autres non. Mais le plus important,
c'est que tu es en sécurité maintenant. Et je ferai tout pour que ça reste ainsi. Et si le juge dit que je dois retourner vivre avec elle? Demanda-t-il avec une peur évidente dans la voix. Ça n'arrivera pas, assura-t-il en prenant son fils dans ses bras. Nous avons des preuves de ce qu'elle a fait, et ton bien-être est ce qui compte le plus pour le juge. En plus, le docteur Ramirez aide à expliquer au tribunal que tu as besoin de temps pour te sentir en sécurité à nouveau. Cette conversation continua à résonner dans son esprit pendant des jours. Son fils, si petit, essayant de comprendre pourquoi sa propre mère lui avait infligé une telle cruauté. Comment un enfant traite-t-il une chose pareille? Comment surmonte-t-il ça? 2 semaines plus tard, ils reçurent les nouvelles. La requête de Nia pour annuler l'ordonnance de protection avait été rejetée. Le rapport du docteur Ramirez, combiné aux vidéos et aux témoignages d'Ethan, donné dans un environnement protégé, avec un soutien psychologique, avait été décisif. Le juge non seulement maintint l'ordonnance de protection, mais suspendit temporairement le droit aux visites supervisées, déterminant que Nia devrait subir une évaluation psychologique et un traitement obligatoire avant tout contact avec son fils. C'était une victoire importante, mais Darius savait que la bataille n'était pas terminée. Nia n'abandonnerait pas facilement, et il devait encore affronter l'audience finale pour déterminer la garde permanente. Cette nuit-là, alors qu'Ethan dormait paisiblement pour la première fois depuis des semaines, Darius s'assit sur le balcon de leur petit appartement et réfléchit à tout ce qu'ils avaient traversé. La terrible découverte, le sauvetage désespéré, les nuits de cauchemar, les séances de thérapie, les batailles judiciaires. Ça avait été la période la plus difficile de leur vie, mais aussi le début de leur guérison. Il leva les yeux vers les étoiles, pensant à comment leur avenir semblait maintenant un peu plus clair, un peu plus plein d'espoir. Ethan recommençait à sourire, à jouer, à faire confiance. Darius avait trouvé un nouvel équilibre entre travail et famille, en priorisant ce qui comptait vraiment. Et même si la route était encore longue, pour la première fois depuis longtemps, il croyait vraiment qu'ils allaient s'en sortir. Son téléphone vibra avec un message. C'était Kevin qui lui envoyait une photo prise ce jour-là, lors d'un barbecue chez lui. Ethan souriait en tenant une guimauve sur un bâton au-dessus du grill, les yeux brillants d'une joie sincère, que Darius n'avait pas vue depuis si longtemps. Sous la photo, le message de Kevin. Ce sourire vaut chaque bataille? Non. Il répondit, le cœur plein. Chaque bataille. Aujourd'hui, presque 2 ans après cette nuit fatidique, où Darius installa la caméra dans la chambre de son fils, leur vie avait pris un chemin complètement différent. Ils habitaient dans une petite maison confortable, avec un jardin où Ethan pouvait jouer et où ils avaient planté ensemble un petit potager. Darius avait un emploi stable comme gestionnaire logistique, dans une entreprise de transport local. Plus de longs trajets. Il était toujours à la maison tous les soirs. Ethan avait maintenant 10 ans. Les cauchemars qui étaient autrefois fréquents étaient devenus rares. Il continuait la thérapie, mais il l'avait réduite à 1 fois par semaine. Le docteur Ramirez disait que ses progrès étaient remarquables. Même si certaines cicatrices émotionnelles resteraient probablement longtemps. Il avait appris à gérer ses blessures, à comprendre que ce qui s'était passé n'était pas sa faute. Et à reconnaître les signaux d'alerte, pour demander de l'aide, quand il en avait besoin. À l'école, le garçon était redevenu un élève impliqué. Il s'était fait de nouveaux amis et avait récemment rejoint l'équipe de foot. Voir la joie sur son visage quand il marquait un but. Entendre son rire insouciant en jouant avec ses coéquipiers. C'étaient ces moments qui montraient à Darius que leur combat en valait la peine. Quant à Nia, la justice avait suivi son cours. Après de nombreuses audiences et évaluations psychologiques, elle avait été reconnue coupable de maltraitance et de sévices sur enfants. Elle avait été condamnée à des travaux d'intérêt général et à un traitement psychiatrique obligatoire, en plus de la perte définitive de la garde d'Ethan. Elle essayait encore de temps en temps de récupérer le droit de voir son fils, toujours en prétendant qu'elle était guérie et repentie. Le juge maintenait sagement la décision que tout contact devait être préalablement approuvé par Ethan et son équipe thérapeutique. À ce jour, l'enfant n'avait montré aucun intérêt à revoir sa mère. Quand le sujet revenait sur le tapis, il devenait silencieux, pensif, et changeait généralement de conversation. Le docteur Ramirez expliquait que c'était normal et sain. Il se protégeait, il posait des limites, quelque chose qui lui avait été refusé pendant si longtemps. Peut-être qu'un jour, quand il serait plus grand et émotionnellement prêt, il déciderait de reprendre une forme de contact. Mais ce serait sa décision,
quand et s'il était prêt. Ce qui avait le plus marqué Darius tout au long de ce parcours, c'était de réaliser à quel point la violence domestique envers les enfants pouvait se produire en silence, juste sous leur nez. Nia maintenait une image parfaite de mère dévouée aux yeux de tous. Voisins, famille, enseignants. Personne n'aurait jamais soupçonné ce qu'elle faisait. Quand les portes se fermaient, personne, sauf son fils terrifié, qui n'avait ni voix ni pouvoir pour se défendre. Darius avait appris à toujours rester vigilant aux signes. Les changements de comportement d'Ethan n'étaient pas juste une phase ou une croissance, comme Nia essayait de le convaincre. C'étaient des appels au secours silencieux qu'il avait, malheureusement, été lent à entendre. Aujourd'hui, il était beaucoup plus attentif. Pas seulement avec son fils, mais avec les autres enfants autour de lui. Il avait repéré des situations suspectes à plusieurs reprises, et n'avait pas hésité à contacter les autorités compétentes. Il valait mieux enquêter, et découvrir que tout allait bien que d'ignorer, et laisser un autre enfant continuer à souffrir. À la maison, ils avaient construit une relation basée sur une confiance absolue. Ethan savait qu'il pouvait tout dire, sans crainte de jugement ou de punition. Ils avaient leurs règles et leurs limites, bien sûr, mais elles étaient toujours discutées avec respect et affection. L'une des choses dont Darius était le plus fier, c'était de voir comment Ethan était devenu un enfant empathique et protecteur. À l'école, il défendait souvent les camarades qui se faisaient harceler, ou qui semblaient vulnérables. Tout le monde mérite de se sentir en sécurité, papa, lui avait-il dit un jour, avec une sagesse qui dépassait son âge. Récemment, Darius avait été invité à témoigner dans un groupe de soutien, pour parents célibataires ayant vécu des situations de violence domestique. Il avait partagé leur histoire, en soulignant l'importance de rester attentif aux signes. De croire les enfants quand ils essayaient de communiquer, que quelque chose n'allait pas, et d'agir rapidement en cas de suspicion de maltraitance. Après son intervention, une femme était venue le voir en pleurant. Elle venait de découvrir que son ex-mari maltraitait leur fils, pendant les visites du week-end. J'ai installé des caméras après avoir remarqué un comportement étrange chez l'enfant, exactement comme vous, lui avait-elle dit en serrant sa main. Votre témoignage m'a donné le courage d'avancer dans la procédure. Savoir qu'on peut reconstruire sa vie, que les enfants peuvent guérir, ça m'a donné de l'espoir. Et c'était ce qu'il portait en lui chaque jour, l'espoir. L'espoir qu'Ethan continue son chemin de guérison. Qu'il grandisse fort et confiant, malgré les épreuves qu'il avait traversées si jeune. L'espoir que leur histoire puisse aider d'autres familles à identifier et à briser des cycles de violence. L'espoir qu'en tant que société, ils puissent mieux protéger leurs enfants. Cette caméra qu'il avait installée dans la chambre de son fils n'avait pas seulement documenté l'horreur qu'il vivait, elle lui avait sauvé la vie. Elle lui avait permis de voir la sombre vérité cachée, dans sa propre maison, et lui avait donné les outils nécessaires pour le protéger. C'était un geste désespéré qui s'était transformé en salut. Aujourd'hui, quand Darius voyait Ethan jouer sans souci dans le jardin, courir après le ballon avec leur chien, un croisé qu'ils avaient adopté l'an dernier, il voyait un enfant qui vivait enfin l'enfance qu'il méritait. Les yeux qui portaient autrefois tant de peur brillaient maintenant de joie et de curiosité. Les cernes profonds avaient laissé place à des joues roses. Le silence effrayé s'était transformé en rire. Et en discussions animées sur ses journées d'école, ses amis, ses rêves. Parfois, quand ils regardaient la télé ensemble, ou qu'il lui lisait une histoire avant de dormir, Ethan se blottissait dans ses bras d'une façon qui lui rappelait à quel point ils avaient parcouru du chemin. Dans ces moments, Darius remerciait silencieusement d'avoir suivi son instinct cette nuit-là, de ne pas avoir ignoré les signes, d'avoir eu le courage d'affronter la vérité, peu importe à quel point elle était douloureuse. Le parcours n'avait pas été facile. Il y avait eu des jours de désespoir, de doute et de culpabilité. Il y avait eu des nuits où il se demandait s'ils avançaient, s'ils surmonteraient complètement le trauma. Mais chaque petit pas en avant, un vrai sourire, une nuit sans cauchemar. Un câlin spontané lui montrait qu'ils étaient sur la bonne voie. Aux parents qui l'écoutaient, il aurait voulu laisser un conseil né de la douleur et de l'expérience. Faites confiance à votre instinct. Si quelque chose vous semble anormal chez votre enfant, c'est probablement le cas. Les enfants changent de comportement pour diverses raisons, mais des changements drastiques, surtout ceux impliquant de la peur, du repli sur soi, et des signes physiques comme des cernes ou des bleus, ne doivent jamais être ignorés. Parlez à vos enfants. Soyez présents. Observez. Écoutez non seulement ce qu'ils disent, mais aussi ce qu'ils ne disent pas, ce qu'ils expriment par leur comportement, leurs dessins, leurs jeux. Et rappelez-vous, la violence envers les enfants n'a aucune justification. Ce n'est pas de la discipline. Ce n'est pas de l'éducation. Ce n'est pas pour leur bien.
C'est de la maltraitance pure et simple. Et en tant que société, ils avaient le devoir de protéger les plus vulnérables, de donner une voix à ceux qui souvent ne pouvaient pas ou n'osaient pas parler pour eux-mêmes. Leur histoire avait une fin heureuse. Malgré toutes les épreuves, Ethan était en sécurité, il guérissait, et il grandissait entouré d'amour et de respect. Toutes les histoires ne finissent pas ainsi. Certains enfants passent des années, des décennies, toute une vie à souffrir de maltraitance. Parce que personne n'intervient. Personne ne remarque, personne ne croit. Ne laissez pas ça arriver. Soyez vigilants. Soyez la voix. Soyez la protection que chaque enfant mérite. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si cette histoire vous a touché, aimez et abonnez-vous, et dites-nous d'où vous la regardez dans les commentaires. À bientôt!